Philippe Cras, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre bureau, dans votre atelier, dans votre antre rempli de... Dans mon antre, oui. Rempli de rêves et de musique. Donc vous êtes facteur d'orgue, vous êtes spécialiste en instruments de musique automatique. Vous êtes spécialiste en quoi exactement? J'aime bien le terme de caresseur d'oreille. J'aime bien ce terme-là parce que, en définitive, c'est ça le sujet, c'est de faire plaisir aux gens, surtout ceux qui ne sont pas en mesure de jouer eux-mêmes d'un instrument, et par conséquent, avec un instrument automate, puisque en fait ce sont des automates musicaux, avec ce genre d'instruments, ils peuvent quand même donner du plaisir à leur belle, et ça c'est quand même magnifique. Qu'est-ce que l'harmoniflûte? L'harmoniflûte, c'est un instrument de la maison Gavioli à la fin du XIXe siècle. Alors évidemment, ils ont déposé toutes sortes de marques et de noms de façon à se différencier de la concurrence. Et donc l'harmoniflûte, c'est un instrument qui est composé beaucoup de flûtes que l'on va voir ici. Donc vous avez toute une rangée de flûtes. Évidemment, on a aussi des bourdons à l'intérieur sous le piétement. Et tout ça est mis en œuvre avec un cylindre de bois picoté, un peu comme les boîtes à musique des enfants d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'un peu plus important. Et ça joue des mélodies de la fin du XIXe siècle. Alors, par exemple, la grelomanie ou des polkas ou des titres de la Corbeille d'or. Ça fait rêver. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette pièce? Elle est dans un état d'origine splendide. C'est ce qui me plaît. J'adore quand il n'y a rien à faire. Je suis un restaurateur qui procrastine sans doute. J'adore quand il n'y a rien à faire. Là, c'est totalement d'origine. Tout est bon. Vous n'avez rien fait? Je l'ai graissé un peu, je l'ai pomponné. Encore une fois, je l'ai aimé, c'est important. Mais là, il n'y a rien à faire d'important. Tous les tuyaux étaient présents, le cylindre était impeccable. J'ai réglé la lecture, parce qu'évidemment, mais ça, c'est de l'état d'usage, enfin, c'est quelque chose de normal. Mais la soufflerie était bonne, tout était impeccable. Même la marqueterie, mais j'aime bien quand c'est dans cet état-là. Dans certains domaines, on sait qu'il y a un nombre important de faux et que le métier de l'expert à ce moment-là est de différencier le bon grain de l'ivraie. Dans votre domaine, y a-t-il beaucoup de faux? En quoi consiste l'expertise dans votre domaine? Le faux, c'est peut-être pas vraiment le problème. Le problème, nous, c'est l'état. Alors, il faut bien être conscient, il faut admettre que l'état visuel est important, certes, mais ce qui compte le plus dans notre milieu, c'est l'état auditif. C'est le résultat de la musique, c'est en définitive ce qu'on va écouter. Je me souviens avoir expliqué à une dame qui venait vérifier si notre atelier était compatible avec la réglementation des restaurateurs pour les bâtiments de France, enfin pour la DMF, la Direction des musées de France. Elle s'étonnait qu'on change les pots du soufflet. Je fais une petite parenthèse, mais vous allez comprendre. Et en définitive, je lui expliquais que si on changeait les pots des soufflets d'un orgue, ça n'obérait pas l'authenticité de la pièce, mais au contraire, ça lui redonnait ses capacités acoustiques, ses capacités instrumentales, et par là même, on lui rendait son authenticité. Ce qui était le plus important. Et ce qui est important, c'est ce qu'on entend. Alors évidemment, il ne faut pas non plus changer, enlever, détruire l'ancien pour le plaisir. Mais il est des pièces que nous sommes obligés de changer dans le cadre d'une restauration rigoureuse. Conservation-restauration. D'où notre présence dans votre atelier où on voit des instruments partout. Voilà, tout à fait. Alors là, la plupart de ceux que vous avez autour de vous ne sont pas en état de jeu, ils attendent d'être pomponnés, aimés de nouveau et retrouver leur voix. Comment faites-vous lorsque vous avez par exemple une pièce qui vous arrive, qui n'a pas de marque ou que la marque est inconnue? Vous faites des recherches? Comment est-ce que ça se passe? C'est vrai qu'il y a une recherche documentaire importante
Maintenant, la plupart des maisons du XIXe siècle, surtout de la fin du XIXe siècle, ont produit des catalogues, ont exposé dans des expositions universelles, ont des revendeurs. Il y a tout un circuit commercial qui s'est organisé, un peu comme les catalogues raisonnés pour les peintres, j'imagine. Donc on a quand même un certain nombre de sources. Mais il y a toujours la commande spéciale, la pièce unique. Je pense par exemple à une boîte à musique que j'ai écoutée chez un collectionneur et qui m'a surpris parce que la musique était très différente. Et puis en regardant d'un peu plus près, je me suis aperçu qu'en fait, cette carte des airs qui donc donnait les titres des musiques était manuscrite et qu'elle indiquait des titres du style le muezzin de Kérouan, le muezzin du Caire, le muezzin de Thèbes. Alors j'étais un peu surpris. Alors j'ai fait des recherches. Et je suis tombé sur un bouquin extraordinaire. Enfin, quand je dis un bouquin, c'est plutôt une collection qui s'appelle La description de l'Égypte. Tous les bibliophiles connaissent ça. Dans la description de l'Égypte, il y a tout un chapitre, je devrais dire tout un ouvrage, traitant de la musique en Égypte, écrit par M. Villotto, qui était donc l'envoyé de Napoléon Ier pour cela. Et j'ai pu retrouver les partitions d'origine. Et donc j'ai pu mettre ensemble la partition d'origine et la boîte à musique qui en reproduisait les airs. Ce qui était quand même extraordinaire. On a un reportage audio du début du XIXe siècle. La pièce qui est juste à côté, vous voulez nous la montrer également? Alors là, c'est aussi une pièce tout à fait exceptionnelle, dans un état splendide, d'autant qu'elle vient de Genève. Elle a été faite entre 1810 et 1820. Elle a un clavier très spécial, un clavier en zigzag, pour employer un terme très trivial, mais en définitive, c'était une invention de M. Fontaine, qui était donc facteur de boîte à musique à Genève dans ces années-là, au début du 19e, et qui avait trouvé comme système, on n'avait pas encore ce qu'on appelle les étouffoirs, c'est-à-dire une petite languette métallique ou des plumes d'oie qui permettent d'amortir la lame. Quand la lame vibre, il faut amortir pour qu'elle soit reprise une seconde fois et que la note soit répétée. Donc comme ces étouffoirs n'existaient pas, il a fallu donc trouver des innovations. Et là, l'innovation, c'était de faire un clavier en zigzag. Donc séparer les lames de façon à ce qu'il n'y ait pas de redondance harmonique et qu'il n'y ait pas de redondance de vibration disgracieuse. Alors, elle a déjà cette première particularité. Alors, elle est toute petite, mais la deuxième particularité, c'est qu'elle a, en plus, regardez, « 60 secondes de pur délice ». Après, on a l'air du champagne de Don Giovanni. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a cette animation sur une plaque de laiton avec des personnages émaillés et que c'est rarissime. J'avais jamais vu ça, encore sur une pièce de cette taille-là. Et de cette époque-là, surtout. Pour le béotien que je suis, les instruments automates de musique naissent à quelle époque? Les premières traces, c'est 3e siècle avant Jésus-Christ. Et on a des relations... de toute façon, il faut bien considérer que
Alors, l'instrument automate, ou l'automate en général, c'est un moyen de pouvoir. C'est ce que j'appelle personnellement l'objet de pouvoir type, surtout dans ces époques-là. Les religieux d'abord, puis les princes se servent de la magie de l'automate pour asseoir un pouvoir. Quand Alexandre de Macédoine, enfin Alexandre le Grand, se transporte en Égypte, je reparle de l'Égypte maintenant du coup, il est accueilli par le prêtre de Thèbes qui va non seulement le déclarer comme Dieu, mais il y a une statue qui va le montrer de la main et qui va le désigner comme pharaon. C'est 300 ans avant Jésus-Christ. On utilise, mais ça c'est dans la... Alors je ne suis pas égyptologue, mais j'ai lu Maspero, et dans Maspero, on peut apprécier que les statues parlent. Mais ce n'est pas un subterfuge, c'est complètement accepté par les fidèles, par les gens, par l'auditoire. Quand une statue parle, en fait, c'est bien évidemment, tout le monde sait que c'est un objet de pierre, mais il est investi par le Dieu ou par l'esprit, et c'est l'esprit qui s'exprime à travers la pierre. Mais c'est tout à fait naturel, c'est le cas. Décrit encore une fois par les égyptologues dès la fin du 19e. Ça fait partie des... Donc ce sont des automates au sens... Bon, on a une relation qui est, je trouve, extraordinaire d'un diacre de Venise, je crois, je me souviens, de Crémone, pardon. Liutbrand de Crémone, qui relate son ambassade chez les empereurs byzantins, donc les Comènes, et qui décrit le fait qu'il doit évidemment s'aplatir complètement, s'agenouiller, se prosterner devant l'empereur, mais l'empereur disparaît dans les limbes sur un trône mobile, et il est entouré d'un buisson d'oiseaux chanteurs. Oiseaux chanteurs en or et en argent, avec des yeux en rubis, etc. Les deux lions, si vous vous approchez du trône, et que vous ne respectez pas le protocole, les deux lions de Porphyre qui sont de part et d'autre du trône se mettent à rugir et se dressent sur leurs pattes pour vous attaquer. Ce sont des automates. Alors évidemment, il y a une part de légende dans tout ça, mais en fait, Héron d'Alexandrie, Ctésibios, il y a toute une série d'écrits de thaumaturges alexandrins qui décrivent comment faire chanter un oiseau avec un système d'eau, on remplit un vase, etc. Enfin, il y a toute une littérature et c'est connu. Et puis on est en train de découvrir un certain nombre de choses dans ce domaine. Quand on lit Cicéron, il décrit par exemple une machine qui calcule la course des astres, et tout le monde s'étonne, mais on dit tiens, c'est une fantaisie de traducteur. Et puis quand en 1905 on tombe sur le naufrage du bateau qui a coulé au large d'Anticythère, on découvre des rouages en bronze un peu agglomérés et un peu illisibles, mais quand on a la machine qui permet de les lire, on s'aperçoit qu'effectivement, ce que décrivait Cicéron n'était pas une fantasmagorie. Mais je suis trop bavard. Non, on n'est jamais trop bavard quand on partage et du savoir et de la passion. Est-ce qu'il y a dans votre domaine, de la même manière qu'il y a Stradivarius pour les violons, est-ce qu'il y a un Stradivarius dans votre domaine? Je pense qu'il y en a plusieurs. C'est toujours intéressant de retenir le nom de Stradivarius, mais en définitive, Stradivarius n'a été Stradivarius que parce qu'il y avait d'abord Madame Stradivarius, bien sûr, mais il y avait aussi tout un environnement. Et puis, il a été le fruit d'une époque et le fruit d'une dynastie, ou d'une lignée en tout cas, de luthiers à Crémone. Et ça, c'est quand même important. Et au même titre que les facteurs d'orgue, mécaniques ou non d'ailleurs, ont été le fruit d'une progression
Encore une fois, nous tenons nos sources, notre savoir de ces thaumaturges alexandrins dont je parlais tout à l'heure, qui ont transmis de bouche à oreille pendant des générations, et à chaque fois on a apporté notre petite pierre. Je vous parlais de ma petite innovation, mais somme toute, c'est une goutte d'eau dans l'océan des connaissances qu'il a fallu pour arriver à des orgues de ce type-là.